Bonjour, mon nom est Amélie Marcoux. Bienvenue à cette série éducative Savoir faire face qui fait le point sur les meilleures pratiques à adopter lorsque la santé et la sécurité d'une personne sont mises en péril. Savoir faire face a été développé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec en collaboration avec la coopérative des ambulanciers de la Mauricie, la direction de la police de Trois-Rivières et le programme de soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Shawinigan. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet souvent tabou, la maltraitance envers les aînés. Nous allons vous donner des informations utiles pour reconnaître la maltraitance et surtout pour savoir quoi faire si vous en êtes témoin ou victime. Au niveau de la maltraitance, dans le fond, on va retrouver la définition dans la loi 6.3, donc la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, quand on parle de maltraitance, on va parler d'un geste singulier ou répétitif ou encore un défaut d'action approprié qui va se produire dans une relation où il y a de la confiance. Puis ça va causer du tort de façon intentionnelle ou non intentionnelle à la personne. La notion de confiance est au cœur de cette définition-là de la maltraitance? Oui, il y a plusieurs concepts clés dans cette définition-là, dont la confiance. Dans le fond, c'est sûr que si, par exemple, je me promène sur la rue et une personne m'enlève ma sacoche et me vole ma sacoche, ça ne sera pas considéré comme de la maltraitance parce qu'il n'y a pas de lien de confiance. Donc, le lien de confiance entre individus, mais on peut parler aussi d'un lien de confiance qu'on va dire organisationnel. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne habite dans une ressource pour personnes aînées, dans le fond, on va parler, par exemple, d'une résidence pour personnes aînées. Ça peut être une ressource intermédiaire, une ressource de type familial, par exemple. Mais ce qu'on va dire, c'est qu'on a une confiance organisationnelle, que dans ces établissements de soins-là, la personne va recevoir des services et ses besoins vont être comblés. Ça va être des milieux qui vont être exempts de maltraitance. Donc, le lien de confiance va être organisationnel dans ces situations-là. Vous voyez plusieurs exemples. Donnez-nous des exemples de maltraitance. Il y en a toutes sortes. Dans le fond, on va parler qu'il y a 7 types de maltraitance qui peuvent survenir. Et chacun de ces 7 types-là peuvent prendre soit la forme de violence ou encore de négligence. Quand on va parler de négligence, on va parler du fait de ne pas combler adéquatement les besoins d'une personne, par exemple. Donc, si on regarde au niveau des types de maltraitance, il y a la maltraitance psychologique, qui est certainement une des formes, un des types de maltraitance les plus présents. Donc, on va parler, par exemple, d'insulter une personne, d'ignorer quand elle nous demande de l'aide, par exemple. Au niveau de la maltraitance physique, c'est sûr qu'on a tous en tête les coups, les blessures qu'on va voir physiquement, mais ça peut englober aussi, par exemple, une mauvaise gestion de la médication, ne pas administrer le bon médicament, ou encore au niveau de l'alimentation. Si, par exemple, il y a plusieurs personnes qui vont avoir des alimentations particulières, des diètes, ou encore une alimentation avec certaines textures, donc en purée, par exemple. Donc, si on ne respecte pas ces diètes-là, ça peut être considéré comme de la maltraitance physique. On va retrouver aussi la maltraitance matérielle ou financière, donc le fait, par exemple, évidemment, de prendre de l'argent sans le consentement de la personne, ou encore de faire de la pression, d'exercer de la pression sur la personne pour la mettre sur son testament ou encore pour qu'elle change le nom, là, par exemple, sur ses papiers légaux au niveau du mandat en cas d'inaptitude. Il va y avoir aussi de la maltraitance de type sexuel, donc bien sûr tout ce qui est attouchement, contact sexuel et autres, mais va rentrer aussi dans ça des propos très suggestifs, par exemple. On va retrouver aussi comme autre type de maltraitance l'agisme. Donc, c'est quand on va faire de la discrimination en lien avec l'âge, par exemple. Il va y avoir aussi la maltraitance organisationnelle. Donc, la maltraitance organisationnelle, ça va être, par exemple, de donner des soins brusques, de ne pas être en mesure d'adapter les soins et services aux besoins de la personne. Et le dernier type de maltraitance, c'est, dans le fond, la violation des droits de la personne. Donc, ne pas respecter son intimité, par exemple. Ce qu'on dit, c'est que dans la majorité des situations de maltraitance, il va y avoir des enjeux de violation des droits de la personne.
La mission de la table action à Buenné Mauricie, c'est une belle et grande mission qui, à mes yeux, aux yeux de mon conseil d'administration, fait plein de sens. C'est la lutte à la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, on vise de sensibiliser, d'informer le maximum de personnes aînées pour qu'ils soient capables de reconnaître qu'est-ce que c'est que la maltraitance. Comment elle se présente, qu'elle est insidieuse aussi parce qu'on sait que ce sont souvent les proches, les gens de notre entourage, notre famille. Donc, du moins, si on peut les aider à reconnaître la maltraitance, bien, suite à ça, on peut peut-être les aider à faire un cheminement, puis à dénoncer, à signaler la maltraitance qui est inacceptable, qui va aussi changer beaucoup la vie des personnes. Ça cause beaucoup de souffrance. C'est des dommages qui se font à la personne. Donc, c'est vraiment une belle et grande mission, donc, qui est encore d'actualité aujourd'hui. Parce que oui, en 2025, la maltraitance a encore lieu. Et la sensibilisation se fait de différentes manières. Oui, dans le fond, la table action à Buenné, on essaie de regarder ça de deux façons. Si on regarde l'historique, on était beaucoup dans les programmes de prévention, sensibilisation, plus classiques, plus traditionnels. Et là, on a commencé à penser à différentes stratégies que je vais vous parler aujourd'hui, puisque la maltraitance, ça fait peur. C'est un sujet qui est tabou aussi, qu'on n'ose pas en parler parce qu'on a honte, ce sont nos proches. Donc, et pour les gens qui n'en vivent pas nécessairement, bien, c'est un sujet aussi qui est lourd puis qu'on n'a pas nécessairement le goût de s'approcher puis de connaître. Donc, on passe par le côté plus ludique, plus récréatif. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place, on a pensé faire un jeu de cartes. On s'est dit que la plupart des gens, les aînés, jouent beaucoup aux cartes. On ne veut pas faire d'agisme non plus, mais c'est quelque chose qui est très populaire aussi dans les familles. Donc, de passer par un jeu de cartes traditionnel qui sert à jouer à tous les types de jeux qu'on connaît et d'insérer à l'intérieur du jeu des informations en lien avec la maltraitance. Donc, sur chacune des cartes, on va avoir soit des phrases, des situations de maltraitance, des ressources aussi, on a pensé à insérer des numéros de téléphone, des sites web, et on a aussi certaines cartes qui parlent, donc relatent une situation très crédible de maltraitance. Donc, on s'est dit, si une personne qui vit de la maltraitance peut se reconnaître à l'intérieur du jeu, puis qu'on peut, si on veut, allumer une lumière et qu'il se passe quelque chose, bien, c'est déjà là un premier pas au niveau de la maltraitance. C'est surtout ce qui est intéressant avec ces exemples-là, c'est que c'est des exemples concrets que les gens, les aînés peuvent vivre et peut-être pas s'être rendu compte au départ que c'était de la maltraitance. Tout à fait. Donc, c'est le but aussi de notre organisme d'ouvrir les yeux parce que la maltraitance, ça s'insère tout doucement, délicatement, et ça peut prendre des proportions très grandes, très lourdes. Et si on a vécu une partie de notre vie avec ça, on pense que c'est normal. On peut c'est sûr qu'on n'est pas bien, mais on peut penser que c'est normal, puis c'est comme ça que ça va de soi. Donc, notre but, c'est d'aller vers ça, de faire comprendre, de prendre conscience que c'est pas une situation qui est acceptable ni tolérable. Quel exemple pourriez nous donner de maltraitance dont les gens ne se rendent pas souvent compte? Pas souvent compte. Je vais faire un parallèle entre la bientraitance et la maltraitance. Exemple, les enfants qui accompagnent leurs parents dans le vieillissement. C'est autant difficile pour les enfants que pour le parent. C'est des étapes de vie qui sont quand même significatives. On peut prendre l'exemple d'une personne, une aînée qui habite encore dans son domicile familial. Elle est attachée aux souvenirs et les enfants s'inquiètent de l'autonomie de leur mère et les enfants font une certaine pression sur la maman pour qu'elle quitte le domicile, qu'elle aille en RPA. Et des fois, l'aîné n'est pas prêt à faire ce déménagement-là, ce changement-là. Et les aînés, des fois, vont succomber à la pression des enfants. Les enfants, en bout de ligne, veulent prendre soin de leur maman, mais jusqu'à quel point ils respectent les droits et les choix de leur mère. Des fois, c'est imposé aussi. Donc, on parle de négligence, de maltraitance. C'est un autre type de maltraitance qui est un peu déguisé, si on veut. C'est pas la maltraitance physique, financière, mais c'est une pression, c'est une maltraitance psychologique, là. On vient jouer sur les émotions, les sentiments, et la personne est plus pressée qu'accompagnée. C'est important que les aînés se rendent compte que il faut que leurs droits, leurs choix soient respectés. Ils sont capables encore de dire « Moi, c'est ce que je veux, voici mes besoins, voici mes choix, voici ce que je veux faire avec mes sous pour le restant du bout de vie qui me reste à vivre, où je veux aller vivre. » C'est important qu'ils soient consultés dans ce processus de décision-là. Si on donne un autre exemple, donc peut-être plus concret, donc de maltraitance physique. On m'a serré le bras la semaine dernière, je ne voulais pas prendre parce que je ne voulais pas prendre mes médicaments. Donc, qui est une situation qui est effectivement peut-être un petit peu plus heurtante, mais on a essayé de mettre un peu de tout à l'intérieur du jeu.
pour que les aînés comprennent, se reconnaissent dans certaines situations. Peut-être qu'ils peuvent reconnaître aussi quelqu'un, un ami, un proche, là, qui peut vivre une situation comme ça. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on se rend compte que quelqu'un est victime de maltraitance? C'est ça. Mais dans le fond, c'est important de repérer les situations de maltraitance pour diverses raisons. Je pense que c'est un devoir de citoyen de repérer les situations parce que pour la personne qui vit la maltraitance, ça peut être difficile de dénoncer elle-même. Pour diverses raisons. Elle peut avoir honte, elle peut avoir peur. Vous savez, on ne se vante pas là, d'être victime de maltraitance. L'autre chose aussi, c'est que ça peut être un proche qui, par exemple, va être la personne présumée maltraitante. Donc, on ne veut pas vouloir causer du tort à notre personne proche. L'autre chose aussi, c'est que parfois, la personne, elle va peut-être se sentir un mal-être intérieur. Elle ne sera pas capable de mettre des bons mots pour dire, bien, c'est de la maltraitance que je vis. Donc, c'est important de repérer et de dénoncer pour cette raison-là. Et qu'est-ce qu'on fait quand on va repérer la situation? Dans le fond, on va, dans un premier temps, c'est important d'être à l'écoute. C'est important d'ouvrir notre porte. Il ne faut pas bousculer la personne, il ne faut pas la brusquer. On va y aller avec douceur et ouverture. On peut s'adresser à elle en posant des questions ouvertes. Comment ça va dans ta résidence? Comment ça va dans ta maison, par exemple? Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent? Est-ce qu'au niveau de tes finances, comment ça se passe? Voudrais-tu m'en parler? Plutôt que d'avoir une approche beaucoup plus brusque. Donc, des fois, les gens vont minimiser l'impact de l'écoute qu'on peut avoir. Donc, mais c'est quelque chose qui est très important. Quand la personne va se sentir prête, si on a démontré de l'ouverture, elle va venir vers nous si elle a besoin d'aide. Donc ça, je pense que c'est la première chose à faire, c'est d'être ouvert. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on peut offrir de l'aide, on peut orienter vers différentes ressources et au besoin, on peut aussi, toute la population, dans le fond, peut faire un signalement en maltraitance à différentes instances. Donc, vous avez votre volet sensibilisation, mais une fois que l'aîné s'est reconnu dans certaines situations, qu'est-ce que vous faites pour eux? Nous, la porte est toujours ouverte ici, que les aînés peuvent appeler et c'est certain que nous, on ne fait pas nécessairement l'intervention directe, c'est-à-dire qu'on ne prend pas l'aîné par la main pour ouvrir un dossier. On va référer vers notre fameuse ligne Aide adulte maltraitance aînée parce que maintenant, cette ligne-là, on inclut les aînés, mais les adultes, tout adulte de plus de 18 ans. Donc, à ce moment-là, il y a des spécialistes, des répondants maltraitance qui vont pouvoir traiter le cas avec la personne. Je vous dirais que nous, notre rôle, c'est du moins si on peut amener la personne à enclencher une démarche et après ça, au niveau du système de santé, la personne va être prise en charge pour que la situation cesse puis qu'elle soit à l'abri. Faire un signalement, dans un premier temps, ce que je souhaite mentionner, c'est que souvent, c'est un terme qui fait peur. J'ai peur de faire un signalement. Donc, mais dans le fond, dans tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait un signalement, c'est qu'on va, avec les indices, on va avoir repéré des indices là, qui vont nous inquiéter. On va avoir des inquiétudes. Et signaler, c'est dans le fond, aller signaler nos inquiétudes dans le but de trouver c'est qui la meilleure personne pour offrir de l'aide dans la situation qui est vécue par la personne présumée maltraitée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a différentes possibilités. Dans un premier temps, si la personne est connue, dans le fond, au niveau de la santé et des services sociaux, on va pouvoir faire le signalement vers la commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Donc, la commissaire, elle va recevoir ce signalement-là et elle va en assurer le suivi. La façon de faire, nous, au niveau du CIUS Mauricie Centre du Québec, dans le fond, sur le site Internet, on retrouve facilement, là, si on tape plainte ou signalement, donc on peut faire le signalement soit par téléphone, soit par courriel, ou encore, il y a un formulaire en ligne qui existe. C'est important aussi de donner suffisamment d'informations sur la situation si on veut pouvoir intervenir. La commissaire aux plaintes là, va avoir l'obligation de garder confidentielle, dans le fond, l'identité de la personne signalante, mais ça se pourrait qu'elle ait besoin de la contacter pour avoir plus d'informations sur la situation afin de bien faire son travail. Fait que ça, c'est la première option. La deuxième option, si la personne n'est pas connue des services de santé ou de services sociaux, ce que la loi nous dit, c'est que le signalement va aller vers les intervenants désignés.
Et là, les intervenants désignés, il y en a quelques-uns, puis ça peut être difficile là, pour la population de savoir vers lequel je dois me tourner. Alors, ce que je suggère, c'est de contacter la ligne Aide maltraitance adulte aîné. Donc, la ligne est un centre là, de référencement, d'accompagnement et d'écoute, et elle va évaluer la situation. Et suite à son évaluation, elle va être en mesure d'orienter vers la bonne ressource, donc la personne la mieux placée pour venir en aide. Et quand on fait une plainte, on reçoit de l'aide pour nous guider parce que ça peut sembler très institutionnel comme fonctionnement? Oui, bien, dans le fond, au niveau de la ligne Aide maltraitance adulte aîné, eux autres, ils offrent un service d'accompagnement aussi, donc ils peuvent effectivement supporter. Et l'autre chose, il existe un organisme qui s'appelle le Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes, donc le CAAP, qui est disponible dans la région. Et dans leur mission, c'est justement là, d'aider les gens à formuler leurs plaintes. Pour mettre fin à une situation de maltraitance, vous pouvez vous référer au travail de partenaire? Oui, effectivement, dans le fond, il y a plusieurs façons d'intervenir pour mettre fin aux situations de maltraitance, mais un des outils qu'on utilise, c'est le processus d'intervention concertée, qu'on va appeler plus communément le PIC. Donc, le PIC, c'est une entente qu'on a entre différents ministères et organismes et ça nous permet de travailler en collaboration et d'aller chercher l'expertise de différents partenaires. On va, par exemple, pouvoir travailler les établissements de santé et services sociaux, les corps policiers, le curateur public du Québec, l'Autorité des marchés financiers, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ainsi que le directeur des poursuites criminelles ou pénales. Donc, on va pouvoir les interpeller via ce processus-là et on va travailler en collaboration. Et dans le fond, les avantages du PIC pour la personne qui est victime ou présumée victime de maltraitance, c'est sûr qu'elle n'aura pas besoin de répéter son histoire à chacun des partenaires. Aussi, on va pouvoir trouver avec elle des solutions plus efficaces et qui répondent à ses besoins et on va pouvoir mettre plus rapidement, efficacement fin à la situation de maltraitance. Du côté des intervenants et des partenaires, ce que ça a comme avantage, c'est vraiment de pouvoir travailler en collaboration, tout le monde ensemble, de pouvoir interpeller rapidement un de ces partenaires-là pour aller discuter de la situation et justement, là, chacun dans notre champ d'expertise, on va pouvoir se consulter pour trouver des solutions ensemble. Quand, par exemple, vous faites appel aux policiers, ça va toujours se terminer par un dépôt d'accusation? Non, effectivement, c'est une minorité des cas là, qui vont se ramasser en accusation et en judiciarisation. Les policiers peuvent être très aidants quand on va les interpeller de par leur expertise et tout ça. Lorsqu'ils vont rencontrer la personne présumée maltraitante, bien, des fois, seulement que d'avoir un contact avec le policier, ça va aider à régler la situation parce que ça peut faire peur là, à la personne maltraitante et là, ça va régler la situation de cette façon-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le processus d'intervention concertée? Oui, le processus d'intervention concertée, en fait, c'est une approche où tous les intervenants qui peuvent entourer une personne aînée vulnérable vont travailler ensemble dans la recherche de solutions. Le but premier étant de faire cesser la maltraitance et de répondre aux besoins de cette personne. La police, vous intervenez comment? Bien, ça peut dépendre. En fait, il y a des moments où on va intervenir où ça va être les gens, soit les victimes de maltraitance ou des témoins, des gens autour de ces gens-là qui vont nous appeler à ce moment-là, dénoncer la situation de maltraitance. Cependant, vu que c'est un processus qui comporte beaucoup d'intervenants, souvent, ça va nous venir plus du CIUS. Exemple, les personnes qui sont au soutien à domicile, qui vont aller chez des personnes aînées vulnérables, puis qui vont dénoter une situation qui pourrait s'apparenter à la maltraitance. Là, c'est à ce moment-là qu'ils vont nous interpeller, en fait. Et vous faites quoi comme étape? Bien, au niveau du processus d'intervention concertée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut agir de 3 façons. Souvent, ça va être au niveau des enquêteurs parce qu'on s'entend que c'est une situation de maltraitance qui nous est dénoncée. Le patrouilleur va faire un rapport qui va être transféré au sergent détective qui va être responsable des aînés. Et si jamais la situation nous est dénoncée par un autre ministère, bien à ce moment-là, c'est déjà les enquêtes qui prennent charge de ce dossier-là. On peut agir de 3 façons. En tant que soutien-conseil. Soutien-conseil, ce que ça implique, c'est qu'à ce moment-là, on n'a pas d'informations nominatives. On n'a pas le nom de la personne, on n'a pas le nom de la personne suspecte non plus. Ce qu'on sert là-dedans, c'est de venir voir quelle est la situation de maltraitance et est-ce qu'il y a une infraction criminelle qui est commise? Parce qu'on s'entend que s'il n'y a pas d'infraction criminelle qui est commise, la police, on va se retirer. On va laisser
les organismes nécessaires là, venir en aide à la personne. Donc, on a le rôle de soutien-conseil. Dans le cas où une infraction criminelle est dénotée, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter d'obtenir le consentement de la personne, car ça prend le consentement de la personne victime pour pouvoir continuer puis venir faire une enquête et éventuellement aller vers des accusations criminelles. On peut aussi aller en intervention avec le consentement. Donc, d'emblée, les gens qui donnent le consentement pour aller de l'avant, on s'entend encore dans des situations où il y a des infractions criminelles. Puis, on peut y aller aussi en intervention sans consentement. Par contre, à ce moment-là, il faut absolument que l'intégrité physique de la personne soit menacée pour qu'on y aille sans le consentement. Puis, je tiens aussi à préciser, on parle d'aînés, mais d'aînés vulnérables. Ce n'est pas parce qu'une personne est aînée que nécessairement il va y avoir un processus d'intervention concertée qui va être déclenché. Il faut que ce soit un aîné vulnérable. Donc, en vulnérabilité, si je pourrais donner un exemple, par exemple, un parent qui est en perte d'autonomie, qui habite encore dans sa résidence, mais qui a plus de difficultés à aller faire ses commissions, etc. Puis là, il y a un de ses enfants qui vient habiter chez lui pour l'aider, mais la personne commence à faire des achats personnels pour sa carte, avec la carte de son parent, et ainsi y aller dans de la maltraitance financière. C'est un bon exemple là, que je pourrais donner au niveau d'un processus d'intervention concertée. J'imagine qu'il y a des gens qui hésitent à aller vers vous pour justement pas mettre un proche dans le trouble. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire pour les inciter à aller vers vous? Bien, en premier, il faut comprendre que dénoncer une situation, c'est aider une personne qui souffre. Fait que dès qu'on le voit comme ça, déjà là, ça peut nous aider à prendre une bonne décision. Mais ce qu'on veut que les gens sachent, c'est vraiment que si vous dénoncez, ça peut demeurer confidentiel, puis votre seule dénonciation peut tout changer là, dans la vie de cette personne-là. Vous avez mentionné des cas de maltraitance où il n'y a pas nécessairement d'actes criminels. Donnez-nous un exemple. Par exemple, on peut penser à, je reprends l'exemple d'un enfant qui habite chez son parent, puis qui serait méchant avec lui en parole. Mais tu sais, pas de menaces, rien de criminel, mais de la méchanceté en parole, de façon répétitive. Donc, on s'entend qu'au niveau criminel, il n'y a pas d'infraction criminelle, mais la personne a quand même besoin d'aide. Donc, ça sera à ce moment-là aux ressources qui pourront aider à pouvoir là, travailler pour régler la problématique là, avec cette personne-là. Donc, à qui on peut s'adresser pour avoir de l'aide? Votre poste de police locale, déjà là, c'est une belle porte d'entrée. En fait, à qui on s'adresse? À une personne de confiance. Si on n'est pas prêt à le dénoncer, d'aller voir une personne de confiance, ça peut nous aider. Je prends l'exemple d'une personne qui habiterait en RPA, qui vivrait une situation de maltraitance, puis la personne de confiance, bien, c'est l'infirmière de la résidence. Bien, allez vers cette personne-là. Cette personne-là va vous donner des conseils. Cette personne-là va être en mesure aussi de vous accompagner dans la recherche de vos décisions, là, à savoir comment régler votre situation. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne qui hésite à dénoncer? Sachez que le but, c'est de travailler avec la recherche d'aide pour la personne. Donc, on va respecter ses intentions, on va respecter ses besoins. Ce qu'on veut, c'est rendre sa vie plus facile, faire cesser la situation de maltraitance, puis vraiment répondre à ses besoins. Vous avez travaillé dans des dossiers de beaucoup de personnes, beaucoup de cas de maltraitance. À travers les années, là, vous avez été témoin de belles histoires aussi. Oui, il y a des belles histoires. Dans le fond, ça finit parfois bien. Les situations de maltraitance, je pense entre autres à une situation qu'on a déjà eue. Donc, c'était une personne aînée qui vivait de la maltraitance de la part d'un membre de sa famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui font de la maltraitance, parfois ne le font pas volontairement et souvent, c'est des personnes qui vont eux autres même avoir besoin d'aide. Donc, via l'aide qu'on a pu apporter, on est aussi, la personne qui causait la maltraitance a accepté de prendre son traitement, s'est repris sa vie en main et donc, dans le fond, et la personne aînée et le membre de sa famille ont repris leur vie en main et la situation s'est très bien terminée là, pour eux. Vous avez aidé 2 personnes en même temps. Effectivement, dans cette situation-là, c'est comme ça que ça s'est conclu. Un autre concept avec lequel vous travaillez beaucoup dans la lutte contre la maltraitance, c'est la bientraitance. Effectivement, la bientraitance, dans le fond, c'est un mot qui est assez nouveau dans le vocabulaire québécois. On va surtout utiliser la bienveillance dans notre vocabulaire courant, mais il y a vraiment une distinction entre les deux concepts qui est important à faire.
Dans le fond, la bienveillance, c'est un concept qui est positif, hein. On va parler d'empathie, de respect de la personne, mais au niveau de la bientraitance, on va aller un peu plus loin. Et dans le fond, comment ça va se différencier, c'est qu'on va mettre la personne au centre de nos actions. Donc, on va prendre en compte son point de vue quand on va parler de bientraitance. Donc, au niveau de la bienveillance, pour donner un exemple, au niveau des bébés, par exemple, les bébés ne peuvent pas vraiment nous exprimer en mots ce qu'ils vivent ou c'est quoi leurs besoins. Et ils vont pleurer ou bon. Fait que, dans le fond, une personne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tenter de répondre à ce besoin-là du mieux qu'elle peut. Donc, elle va le prendre, changer sa culotte, le cajoler, le bercer. Donc là, on va être vraiment dans de la bienveillance. Mais au niveau de la bientraitance, on va aller vraiment un petit peu plus loin en prenant en compte le point de vue de la personne, en s'assurant que c'est bien ce qu'elle veut, elle, sans déduire pour elle que c'est ça qui serait le mieux pour elle. Donc, on va y aller avec le respect de la personne, de ses demandes, de ses choix, mais on va aussi respecter ses refus. Donc, ça se peut qu'elle prenne des décisions que ça ne serait peut-être pas ça que moi j'aurais décidé, mais on va respecter là, ses choix, les choix qu'elle va faire. Un autre des services qu'on offre, ce sont des conférences. On l'appelle la conférence sur la bientraitance envers les aînés. On se déplace encore là dans les milieux de vie pour aînés, les organismes, et lorsqu'on offre la conférence, on sent qu'on touche les gens parce que c'est complètement un cours sur la maltraitance et sur la bientraitance. On explique vraiment qu'est-ce qu'il y en est et on donne des exemples concrets de maltraitance, de bientraitance aussi. Et à la suite de la conférence, les gens viennent nous rencontrer. Des fois, moi, j'offre toujours une période de discussion plus en intimité, de confidence, et il y a des gens qui nous remercient. Merci de m'avoir aidé. On remet aussi de la documentation. Donc, on sent qu'on fait une différence à ce niveau-là. On s'approche des gens. C'est quoi votre souhait pour améliorer la situation? Bien, c'est sûr que j'aimerais que la culture de bientraitance s'installe de plus en plus, qu'elle soit de plus en plus connue et aussi que les gens n'aient plus peur de signaler les situations de maltraitance parce que c'est positif. On travaille dans un aspect d'amélioration, de mettre fin aux situations pour les personnes victimes, donc de travailler collectivement, dans le fond, à prendre soin les uns des autres.